Le 20 septembre 2016, les œuvres choisies de Hu Jintao sont publiées. Le 29 septembre, le comité central du PCC tient à Beijing une conférence sur l'étude des œuvres choisies de Hu Jintao. Ces propos sont catégoriques et retentissants. Ils montrent que le PCC connaît bien les caractéristiques du développement socio-économique dans le nouveau siècle et au nouveau stade, et que le développement est la priorité des priorités du PCC dans la gouvernance de l'État. En décembre 2002, le nouveau secrétaire général du comité central du PCC, Hu Jintao, se rend à Xibaipo, au pied du mont Taihang. C'est le haut lieu de la révolution chinoise. Au siège du deuxième plénum du 7e congrès du PCC, Hu Jintao rappelle deux « il faut » que Mao Zedong disait ici. Il faut rester modeste, prudent, non présomptueux ni irréfléchi dans le travail. Il faut persévérer dans la simplicité de la vie et dans l'ardeur à la lutte. Nous devons要走的路还长得很，我们肩负的任务还很艰巨，我们可能遇到的困难和挑战还会很多。我们必须始终谦虚谨慎，艰苦奋斗。 Et les difficultés et défis arrivent. Au printemps 2003, la Chine est soudain frappée par l'épidémie de SRAS. Au pire de la crise, Hu Jintao se rend au Guangdong pour diriger la lutte contre l'épidémie en première ligne. Le comité central du PCC envoie un groupe d'enquête pour évaluer la situation sur place. Le 17 avril, Hu Jintao préside une réunion du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC à Beijing. 他指出，非典疫情的防控关系到国家改革发展稳定的大局，要坚持将人民的健康和生命安全放在第一位。我的感觉，这次会议实际上是向全党和全国人民下达了围剿非典疫情的动员令。 Après la réunion, le Conseil des affaires d'État met en place le commandement national de la lutte contre le SRAS. Chaque membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC conduit une équipe de travail pour se rendre dans les provinces les plus touchées afin de guider les actions de riposte sanitaire. 一手抓好抗治非典这件大事，一手抓好经济建设这个中心不动摇。 要真正做到万众一心抗非典，迎难而上出发展。 Le PCC envoie un message fort à son peuple et au monde entier. Devant le grand peuple chinois, il n'y a aucune difficulté qui ne puisse être surmontée, aucun risque qui ne puisse être vaincu. En juin, l'OMS lève son avis de limitation de voyage à destination de Beijing et retire en même temps la ville de la liste des zones contaminées par le SRAS. La Chine remporte une grande victoire dans sa lutte contre le SRAS.
Cette victoire montre pleinement les atouts du système socialiste chinois. Mais en même temps, l'irruption et la diffusion de l'épidémie dévoilent aussi les nouveaux problèmes apparus au cours d'une période de croissance économique rapide, tels que le déséquilibre de développement, les retards de la santé publique et les failles du système de réponse aux urgences. La question de savoir quel développement doit-on réaliser et comment le réaliser se pose désormais aux communistes chinois. Le 15 avril 2003, lors de son séjour au Guangdong, Hu Jintao avance l'idée d'adopter le concept du développement global. Le 28 juillet, lors de la conférence nationale sur la prévention et le contrôle du SRAS, il enrichit cette idée en proposant le concept du développement global, coordonné et durable. Fin août, début septembre, lors de sa visite dans la province du Jiangxi, il avance pour la première fois la nécessité d'avoir fermement le concept du développement scientifique, privilégiant le développement coordonné, global et durable. En octobre, dans son rapport présenté au 3e plénum du 16e congrès du PCC, Hu Jintao avance une planification générale en 5 points sur la base des concepts de la primauté à l'homme et du développement global, coordonné et durable. Le concept du développement scientifique devient dès lors une pensée stratégique importante. Selon Hu Jintao, le concept du développement scientifique est forgé sur la base des 20 ans d'expérience de réforme et d'ouverture. Il s'inspire de la victoire de la lutte contre le SRAS et est nécessaire pour promouvoir la construction sur tous les plans de la société de moyenne aisance. Au 17e congrès du PCC, le concept du développement scientifique est inscrit officiellement dans les statuts du PCC. 科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面、协调、可持续。 根本方法是统筹兼顾。 Le concept du développement scientifique reflète la philosophie et la méthodologie du marxisme sur le développement. C'est une théorie scientifique qui s'adapte au temps et qui vient en droite ligne du marxisme-léninisme, de la pensée de Mao Zedong, de la théorie de Deng Xiaoping et de la pensée importante de la triple représentativité. Une théorie scientifique joue un important rôle directeur dans la pratique. À la lumière du concept du développement scientifique, la réforme du système économique en Chine progresse pas à pas vers les domaines et maillons clés. Le développement des entreprises publiques met désormais l'accent sur la qualité grâce à une optimisation des structures. La CRECG, autrefois entreprise relevant du ministère des Chemins de Fer, fait une reconversion managériale dans la réforme du système de l'économie de marché socialiste. Elle se détache du ministère et s'émancipe de la gestion directe par le gouvernement. En décembre 2007, elle est cotée en bourse à Shanghai et à Hong Kong. Depuis, cette grande entreprise publique saisit les opportunités sur les marchés chinois et étrangers pour réaliser un développement rapide et se mettre dans les top 500 des entreprises dans le monde. Chemin de fer à grande vitesse, Beijing-Shanghai, port en eau profonde Yangshan de Shanghai. Ces travaux, aux performances mondiales, sont pris en charge par les entreprises publiques chinoises réformées comme la CRECG, qui constituent désormais les piliers de l'économie nationale. En même temps, l'économie non publique joue un rôle croissant dans l'économie nationale pour occuper plus de la moitié du produit intérieur brut et une part de plus en plus grande dans le revenu fiscal de l'État. Elle devient une force motrice importante pour la modernisation socialiste. La primauté à l'homme est au cœur du concept du développement scientifique. Face aux changements profonds des systèmes socio-économiques, de la structure des intérêts et des mentalités, les tensions entre les hommes, entre l'homme et la société
entre l'homme et la nature se pose avec une grande acuité. Pour appliquer sur tous les plans le concept du développement scientifique, le 4e plénum du 16e congrès du PCC en 2004 avance clairement la stratégie de construire une société socialiste harmonieuse et en fait un contenu important dans le renforcement des capacités de gouvernance du PCC. Construire une société socialiste harmonieuse, c'est d'abord réaliser le respect mutuel et la bonne entente entre les hommes. 我们要构建的社会主义和谐社会，是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设协调发展的社会，是人与人、人与社会、人与自然整体和谐的社会。 Ainsi, la cause du socialisme à la chinoise s'élargit de 3 domaines, à savoir la construction économique, politique et culturelle au 4e, qui est la construction sociale. L'harmonie entre les hommes est au cœur de la construction d'une société harmonieuse. Il s'appelle Guo Mingyi. Il travaille à la mine de Chidashan du groupe Han Steel dans la province du Liaoning. Pendant 15 ans, il a fait chaque jour 2 heures supplémentaires. En 16 ans, il a donné un total de 120 000 yuan, soit la moitié de ses revenus, pour aider des élèves ou des collègues en difficulté. En 20 ans, il a donné plus de 60 000 millilitres de sang, soit 10 fois la quantité totale de sang chez un adulte. Certains le traitent d'idiot, d'autres de fou, mais plus nombreux sont ceux qui, émus par son dévouement, ont suivi son exemple. Une équipe de plus de 5000 bénévoles a ainsi été formée dans sa ville d'Anshan. Le 1er juillet 2011, Guo Mingyi se déplace à Beijing pour conduire les nouveaux adhérents au PCC à prêter serment lors de la soirée de gala dans le cadre des célébrations du 90e anniversaire de la création du PCC. Ce sanglot montre la fidélité d'un communiste chinois envers son parti et sa patrie. Hu Jintao donne des instructions. Il faut faire connaître à tout le monde les actions méritoires et les nobles qualités du camarade Guo Mingyi pour apporter une grande force morale à la construction d'une société socialiste harmonieuse. Un autre volet important de la promotion du développement scientifique et de l'harmonie sociale, c'est de coordonner le développement des différentes régions. Le plateau du Qinghai-Tibet était alors la dernière région chinoise à ne pas être encore desservie par le chemin de fer. Dans les années 1950, le comité central du PCC prend la décision de construire un chemin de fer jusqu'à Lhasa, alors qu'un voyageur occidental est catégorique pour dire qu'à cause de la cordillère de Kunlun, aucun chemin de fer ne pourra aller jusqu'à cette ville. À la charnière des 2 siècles, le comité central du PCC fait un nouveau plan sur le développement coordonné entre les régions. La 2e tranche de la ligne ferroviaire reliant Golmud dans le Qinghai à Lhasa au Tibet est mise en chantier. Parmi les 100 000 constructeurs du chemin de fer, nombreux sont ceux qui se préparent à travailler au péril de leur vie. En effet, ils font face à 3 énormes difficultés techniques qui se posent aux experts du monde entier. Le pergélisol, le manque d'oxygène et le froid glacial en altitude, ainsi que l'écosystème fragile. Rien que pour creuser une portion du tunnel sur la première tranche de la ligne Qinghai-Tibet, 54 soldats du génie ferroviaire ont payé de leur vie. À la lumière du concept du développement scientifique, la 2e tranche de la ligne ferroviaire Qinghai-Tibet
met l'accent tant sur la primauté à l'homme que sur l'innovation technologique. Non seulement les constructeurs surmontent les 3 difficultés, mais aussi battent des records dans la protection des ouvriers au travail. Il n'y a aucune victime du mal des montagnes durant tous les travaux. C'est un miracle dans l'histoire de la médecine. Le 1er juillet 2006, le chemin de fer Qinghai-Tibet, long de 1956 km, est mis en service. Le temps d'un Tibet sans chemin de fer est révolu à jamais. Ce rêve de génération de Chinois est enfin réalisé. Pour réaliser le développement coordonné des régions, le comité central du PCC adopte également des décisions majeures sur le redressement des anciens centres industriels du Nord-Est et l'émergence du centre. Mise en valeur de l'Ouest, redressement du Nord-Est, émergence du centre et développement premier de l'Est. Ces 4 régions chinoises réalisent ensemble un développement coordonné, concerté et partagé. Le 15 octobre 2003, le premier vaisseau spatial habité chinois Shenzhou 5 est lancé. Le 12 octobre 2005, le vaisseau spatial habité Shenzhou 6 réalise un progrès substantiel d'une personne un jour à plusieurs personnes en plusieurs jours. Le 27 septembre 2008, un astronaute du vaisseau spatial Shenzhou 7 effectue la mission de sortie dans l'espace, la première du genre effectuée par un Chinois. Le 18 juin 2012, Shenzhou 9 est amarré automatiquement à Tiangong 1, la première station spatiale chinoise à titre expérimental. C'est un chapitre héroïque effectué par les taïkonautes chinois dans l'histoire de l'exploration spatiale de l'homme. C'est aussi un pas majeur de la nation chinoise vers la réalisation du rêve spatial. Le développement économique rapide s'appuie sur l'innovation scientifique et technologique et en retour fournit des conditions au progrès scientifique et technologique. En 2005, le comité central du PCC avance l'idée de construire un pays innovant. En 2012, il avance la stratégie du développement remorqué par l'innovation, en renforçant l'investissement dans les sciences et technologies. 2 nouvelles percées majeures sont réalisées en matière d'exploration lunaire et de supercalculateurs. On apprend sans cesse de bonnes nouvelles, telles que celles concernant le complexe hydraulique des 3 gorges, l'adduction d'eau du sud vers le nord, le transport de l'électricité de l'ouest vers l'est et l'acheminement du gaz naturel de l'ouest vers l'est. Ces grands projets témoignent des aboutissements de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation de la Chine. À l'entrée du XXIe siècle, la Chine fait face à des contraintes de plus en plus sévères en matière de ressources et d'environnement. Et le peuple a une demande toujours plus vive de régler les questions environnementales. Le comité central du PCC répond aux attentes des masses populaires en accélérant la construction d'une société économe en ressources et propice à l'environnement. La protection de l'environnement en Chine entre dans une nouvelle phase. En partant du centre-ville de Guiyang, 30 minutes de voiture suffisent pour arriver au lac Hongfeng, dans la banlieue de la ville de Shenzhen. Les érables partout dans la montagne offrent une couleur vive comme des flammes qui tranchent sur l'eau limpide et émeraude du lac. Mais il y a une dizaine d'années, ces eaux étaient encore envahies d'algues bleues. Ce réservoir, qui offre de quoi boire à 50% de la population de Guiyang, voyait la qualité de l'eau se dégrader considérablement. En 2007, le premier tribunal de protection de l'environnement du pays est inauguré au bord du lac Hongfeng. Un mois après, il commence à poursuivre l'entreprise de produits chimiques en amont, responsable de la pollution. En moins de 20 jours, l'entreprise ferme toute la ligne de production. 这个案件呢，是我们国家环境公益诉讼的一个破冰之举，就是由贵阳市两湖医库管理局代表贵阳市民来就红枫湖受到污染这样一个事来提起一个公益诉讼，让
某一类主体能够代表公众去提起一个公益诉讼，维护社会公共利益。 Doté de garanties institutionnelles et juridiques, le développement vert n'est pas un mot creux. Après le 16e congrès du PCC, la Chine élabore ou révise des lois sur la protection de l'environnement et adopte en premier, parmi les pays en développement, un plan national de lutte contre le changement climatique. Lors du 17e congrès du PCC, Hu Jintao explique l'objectif global de la construction d'une société de moyenne aisance sur tous les plans et avance pour la première fois l'idée de construire la civilisation écologique. Du niveau central au niveau local, la recherche d'un développement vert se substitue progressivement à la poursuite de la croissance du produit intérieur brut. Le 12 mai 2008, un violent tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter frappe Wenchuan dans la province du Sichuan, tuant 87 000 personnes. Plus de 46,25 millions d'habitants sont touchés. Sous la direction du PCC, la Chine organise les opérations de secours qui sont les plus rapides et qui mobilisent le plus de force dans l'histoire du pays. Pour 大家有吃的、有喝的，在帐篷里边有一个安全的居处。就在等你们来救我，我相信你们会来救我，你们来救我，我很感谢你们。 Après avoir remporté la victoire dans la lutte contre les effets du séisme, le PCC et le gouvernement élaborent rapidement un plan de reconstruction. Et le travail de reconstruction prévu sur 3 ans est accompli 1 an à l'avance. Cela montre encore une fois l'atout politique de la Chine de mobiliser toutes les énergies pour régler les dossiers majeurs grâce à la direction ferme du PCC, au système socialiste et à l'intrépidité du peuple chinois devant les grands défis. Le soir du 8 août 2008, les Jeux Olympiques de Beijing, placés sous le thème « JO vert, high-tech et humain », ont lieu. Aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Beijing, la délégation chinoise occupe le premier rang des nations au classement des médailles. Le pays bat ainsi son record de médailles à des Jeux Olympiques d'été. En organisant une édition originale et de haut niveau des Jeux Olympiques, le peuple chinois réalise un rêve séculaire de la nation et honore son engagement pris devant la communauté internationale. 北京奥运会、残奥会成功举办的事实，再一次向世人昭示，中国人民有能力为人类文明进步做出更大贡献。 Le 1er mai 2010, le monde a encore une fois les yeux tournés vers la Chine. La 41e exposition universelle s'ouvre à Shanghai. Placée sous le thème « Meilleure ville, meilleure vie », c'est la première du genre organisée dans un pays en développement. En 184 jours, les 246 pays ou organisations internationales participants et les 73,08 millions de visiteurs font de cet événement une grande rencontre internationale. À ce moment-là, la Chine se trouve parmi les premiers à renouer avec la croissance économique sur le plan mondial après avoir surmonté la crise financière internationale de 2008. En 2010, elle détrône l'Allemagne et le Japon pour devenir la 2e économie du monde.
Le concept du développement scientifique apporte une nouvelle réponse pertinente aux questions majeures sur quel genre de développement réaliser et comment le réaliser, portant à un niveau plus élevé la compréhension du PCC sur le socialisme à la chinoise. En 2012, le 18e congrès du PCC le définit comme étant une pensée directrice du parti. En ce nouveau siècle, le PCC sait bien saisir la période pleine d'opportunités stratégiques pour assurer un développement socio-économique de qualité et au rythme rapide et faire progresser la cause du socialisme à la chinoise.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚集中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都